Nous allons passer directement à notre dernière séquence de ce colloque qui correspond à la table ronde animée par Catherine Bastien, directrice du département forêt à l'INRAE, dont le sujet est les enjeux prioritaires de la recherche pour le secteur de la forêt. Voilà, sans plus d'annonces, je vous laisse avec Catherine. À tout de suite. Bonjour, merci Isabelle de ce passage de relais après, je dirais, une journée et demie extrêmement riche en termes de présentation, d'approche et de résultats de la recherche avec des visions très différentes, complémentaires et qui, je pense, ne peuvent que nous appeler à réfléchir à la suite à donner à ces recherches, puisque la recherche est un processus continu. Donc, cette table ronde, elle vise avant tout à échanger sur ces besoins de recherche à programmer, à soutenir, à développer. Et on a vu qu'elle s'intéresse à des socio-écosystèmes complexes et diversifiés. Je pense que c'est la leçon qu'on aura aussi entendue, cette complexité des processus, complexité des enjeux qui sont également complètement interdépendants. Alors, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que dans notre table ronde, comme je pense ça a été précisé à plusieurs fois, il est important de considérer toutes les formes de recherche, que ce soit des approches fondamentales, conceptuelles, cognitives, qu'elles mobilisent de l'observation, de l'expérimentation, de l'analytique, qu'elles se transforment sous forme de modèles descriptifs ou plutôt prédictifs qui seront mobilisés pour faire des prospectives et des scénarios. Je pense qu'on est là aujourd'hui pour discuter de tous ces points-là. Alors, si ce matin aussi la première table ronde a évoqué des enjeux importants pour la forêt française, je pense et tous les secteurs économiques qui sont associés à cette forêt, je pense qu'il est important aussi de rappeler, je crois que beaucoup d'exposés l'ont fait, que beaucoup des questions de recherche sur les sujets forestiers sont partagées dans différents pays du monde. Ce partage, il est important, et puis ce qui est important, c'est aussi que ces recherches bénéficient d'une approche comparative ou de partage à cette échelle internationale. Et je pense que dans nos échanges de cet après-midi, on essaiera également de ne pas oublier cette dimension. Alors, avant de vous présenter finalement le déroulé de cette table ronde, je vais sans plus tarder vous présenter donc le panel de spécialistes réunis aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord introduire donc Myriam Leguet, qui est directrice du Centre AgroParisTech de Nancy, qui est un site d'AgroParisTech où sont développés des domaines d'activité relatifs à la forêt, au bois et au milieu naturel. Nous accueillons également Plinio Sist, directeur de l'unité forêt et société au CIRAD, Bernard Thibault, directeur de recherche émérite au CNRS, Andreas Kleinschmidt von Lengefeld, qui est directeur des opérations internationales à FCBA, Pierre Coutron, qui est directeur de recherche à l'IRD, qui est membre de l'EMR AMAP, qui porte sur l'étude et la modélisation des plantes et des végétations à Montpellier. Nous accueillons aussi Mathieu Pétrissan, professeur des universités à l'Université de Lorraine, président du conseil scientifique du LABEX Arbre et membre du LERMAB, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois. Marc Hirle est aussi présent avec nous. Il est directeur de recherche à l'École supérieure du bois et préside le réseau européen InnovaWood, qui est composé d'une 50aine de membres de 26 pays. Et ce réseau soutient l'innovation au profit du secteur forestier, de l'industrie du bois et de l'ameublement. Et enfin, je souhaite accueillir François Houillet, en tant que président d'Allenvie, l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement, qui fédère, programme et coordonne la recherche environnementale française pour relever les grands défis
sociétaux sur alimentation, eau, climat et territoire. Voilà, nous avons le plaisir d'essayer de reprendre un certain nombre de commentaires, de suggestions qui ont été faites, je pense, au cours de ces 2 journées. Nous avons été plusieurs à noter voilà, des propositions qui sont intéressantes sur ces besoins de recherche, qui font suite soit aux projets qui nous ont été proposés, soit à des remarques et questions qui ont été formulées dans le chat. Et donc, nous allons organiser cet après-midi en 2 séries de questions. La première série de questions va s'intéresser au déficit de connaissances qu'il faudrait combler prioritairement, donc une question sur les déficits de connaissances. Et la deuxième question portera quant à elle sur des priorités en matière de recherche pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, pour répondre à ces enjeux complexes et en essayant d'aborder également quels leviers mobiliser pour que les futures recherches restent toujours d'excellence et à impact. Donc, je vous propose, donc, panélistes, à commencer donc, par ce premier tour de table autour de la première question, autour des déficits de connaissances. Et là, je pense qu'il est important de replacer que ce séminaire a souligné des progressions importantes de connaissances dans différents domaines disciplinaires, dans différents contextes forestiers, tempérés, tropicaux, à plusieurs échelles d'études, du gène aux écosystèmes, aux socio-écosystèmes même, et qu'il est important pour nous d'identifier ce mot prioritaire. Dans le mot prioritaire, on a bien sûr des priorités qui sont liées à l'évolution des enjeux, mais on a aussi des priorités qui sont liées à des verrous en termes de connaissances ou de méthodes pour avancer en recherche. Donc, je voudrais commencer je commencerai par donner la parole à Myriam Leguet pour qu'elle nous donne son avis sur ces déficits de connaissances à combler. Merci Catherine et bonjour à tous. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de commencer par brosser à grands traits l'image globale du problème et que ce colloque a finalement très très bien dressé. Donc la forêt, dans ce monde en transition, elle est sous pression et en même temps, pour beaucoup de problèmes, elle est aussi une part de la solution. Donc d'énormes enjeux reposent sur elle, changement climatique et crise de la biodiversité notamment. Et en même temps, donc on a, à travers les forêts, une capacité à agir qu'on n'a pas du tout sur un écosystème comme l'océan. Ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur que notre capacité à agir sur ces 2 grands écosystèmes. Donc la forêt est à la fois un levier pour atténuer le changement climatique, une formidable opportunité pour le développement d'une économie basée sur la nature et une formidable source de systèmes de services environnementaux. Mais en même temps, donc, elle est sous pression avec une modification brutale des équilibres, un changement brutal des conditions environnementales qui constitue une expérience inédite grandeur nature. Et ça nous pose des questions finalement profondes à tous les niveaux d'organisation. Donc, au niveau de la réponse des écosystèmes, avec des questions aussi, qui pourraient sembler aussi simples, entre guillemets, la mortalité, comme évoqué par exemple par l'exposé d'Hervé Cochard, la question de la plasticité des organismes, des seuils de rupture, des mécanismes de mortalité, des questions au niveau de la réponse des populations à ces pressions de sélection, comme évoqué dans l'exposé d'Antoine Kremer, et bien sûr, à un niveau de complexité encore supérieur, des questions sur la réponse des écosystèmes avec les interactions entre espèces, les liens entre stress biotique et abiotique, entre biodiversité et réponse au stress abiotique, et en commençant finalement tout simplement par la description même de la biodiversité et de ses déterminants, comme on l'a vu dans l'exposé de Mélanie Roy et du projet GlobeNet. Et encore au-delà, et ça a été abondamment discuté dans la table ronde d'hier, on a la réponse des socio-écosystèmes, et qui en plus c'est une réponse à la fois aux évolutions de la forêt sous la pression du climat changeant,
mais aussi une réponse à l'urgence d'agir. Et donc, pour chacun de ces niveaux, on a un glissement du système vers un nouveau domaine de conditions qui est inusité. Et comme on est sur une trajectoire, sur une dynamique, un besoin de développer des approches prédictives. Et ça, on voit bien que pour chacun de ces niveaux, ça approfondit les questions, ça les pose sous un angle beaucoup plus exigeant qui amène à recreuser les questions et à développer des modèles plus précis. Donc la question qui semble aujourd'hui la plus centrale finalement, la question vraiment réellement émergente, même si à tous ces niveaux, donc encore une fois, de nombreuses questions sont à approfondir, c'est le besoin d'éclairer la décision pour les acteurs et avec les acteurs, donc en développant une intelligence collective et globale. Et ça suppose des choses compliquées, notamment d'intégrer les connaissances, de les intégrer en termes d'échelle. Et ça, chacun le sait dans sa discipline, c'est complexe et ça demande notamment d'acquérir et d'intégrer de nombreuses données. Et ça me permet de souligner l'importance des dispositifs qui ont été évoqués par Myriam, donc dispositifs de monitoring ou d'expérimentation. Et notamment d'intégrer notre vision du territoire jusqu'à l'échelle globale, puisque finalement la question elle est globale, mais souvent l'action elle s'ancre au niveau territorial. Ce besoin d'éclairer la décision par et pour les acteurs, ça suppose aussi une intégration des approches disciplinaires et des modes de mise en œuvre de la recherche. Donc, une intervenante hier avait évoqué l'idée de voir l'éléphant sous tous les points de vue. Et je voudrais aussi revenir sur l'échange dans la table ronde sur les besoins de la société, hein, où on a parlé beaucoup de sciences humaines et sociales. Ne serait-ce, entre guillemets, que dans ce domaine, on a aussi une diversité d'approches qu'on évoque finalement assez rarement dans le domaine forestier. Souvent, on revient à l'économie ou à la sociologie, alors qu'il y a encore beaucoup d'autres approches, géographie, politique, sciences de gestion, sciences de l'innovation. Et donc, avec tout ça, il faut essayer de bâtir des scénarios qui permettent d'évaluer les incertitudes. Et pour évaluer ces scénarios, leur donner une plus ou moins grande valeur, il faut se donner des critères d'évaluation. Il faut aussi progresser dans les modes de décision et de gouvernance, mais aussi progresser dans notre façon de former et d'informer. Et finalement, la vraie question, c'est de réintégrer pleinement les sociétés humaines dans l'image. Et pour la forêt, historiquement, c'est une évolution sur plusieurs siècles qui est très importante, puisque finalement, les sciences forestières la gestion forestière s'est construite en quelque sorte en protégeant la forêt contre les populations. Hein, ça a été souvent la mise en défense, et c'est un des premiers actes de gestion forestière, jusqu'à l'évolution vers la compréhension des attentes sociales. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser, enfin en tout cas j'appelle à le faire, ce point de vue où on cherche à comprendre les attentes sociales en les décrivant en quelque sorte de l'extérieur, pour complètement endosser le besoin de refonder les relations entre la forêt et l'homme. Et ça a été signalé notamment, enfin illustré très clairement par Claude Garcia ou par Arnaud Sergent. Et donc ça suppose de faire attention à éviter tout décalage entre demande sociale et gestion, comme l'a évoqué Nicolas Picard, mais aussi entre recherche et gestion. Et également de développer une créativité nouvelle. Donc voilà, j'ai préféré ne pas chercher à identifier des fonds de recherche. Je ne me sens pas, ça me paraît très difficile de le faire sur l'ensemble du tableau, mais je pense qu'il était assez légitime de la part d'AgroParisTech qui fait beaucoup de recherches assez englobantes, de recherche-action à l'échelle des territoires, d'essayer de redresser rapidement cette image globale et de souligner que c'est bien en stimulant cette recherche pluridisciplinaire pour l'action que l'on développera, à mon sens,
des travaux vraiment utiles en permettant aux questions disciplinaires de trouver leur place, évidemment, hein, elles sont majeures, dans ces grands projets pluridisciplinaires. Merci Myriam. Je crois qu'on reviendra dans un deuxième point sur justement cette question d'inter et pluridisciplinarité. Je souhaiterais maintenant passer la parole peut-être à Plinio Siste. Oui, bonjour à tous. Bon, mon unité s'intéresse exclusivement aux forêts tropicales. Et dans ce domaine-là, en ce qui concerne l'étude notamment de la résilience des forêts tropicales, il faut bien admettre que la plupart des recherches qui ont été menées depuis maintenant près d'un demi-siècle se concentrent sur les forêts tropicales dites primaires, non perturbées. Et il y a un déficit clair de connaissances concernant les forêts, par exemple, gérées ou exploitées pour leur bois. Et c'est pour ça que le CIRAD, en 2012, a créé un observatoire des forêts tropicales gérées, en anglais Tropical Managed Forest Observatory, justement pour essayer d'améliorer nos connaissances non seulement à l'échelle de chaque site observatoire, mais également à l'échelle régionale et notamment à l'échelle de l'Amazonie, du bassin du Congo et de l'Asie du Sud-Est, les 3 grandes régions de forêts tropicales humides. Et donc cette recherche a pour objectif d'améliorer nos connaissances sur la résilience des forêts, comment ces forêts tropicales qui sont gérées pour leur bois ou qui sont perturbées et qui représentent quand même le 3/4 des forêts tropicales, vont répondre non seulement au changement climatique, mais vont également continuer ou pouvoir continuer à produire du bois, des produits forestiers non ligneux, mais aussi rester un stock de carbone. Donc cet observatoire a pour objectif d'améliorer nos connaissances sur ce thème-là, mais il faut bien aussi reconnaître que les recherches, notamment en réseau, en milieu tropical, sont quand même assez éloignées en termes de sophistication des recherches qu'on peut mener en Europe ou en France sur les forêts, notamment dans les domaines de la génétique ou de l'écophysiologie, où là, effectivement, du fait des infrastructures assez faibles dans les régions tropicales et dans les pays tropicaux, font qu'il y a encore un déficit dans ce domaine de connaissance de l'écophysiologie, du micro-environnement en forêt tropicale et notamment en forêt tropicale exploitée. Donc, ce que le CIRAD vraiment défend aujourd'hui, c'est de faire le constat que 3/4 des forêts tropicales ont été perturbées à un degré plus ou moins important et que ce sont les forêts, non seulement d'aujourd'hui, mais ce sont aussi les forêts de demain qui vont essayer de répondre au changement climatique. Et donc, nous essayons justement de mieux comprendre ces écosystèmes pour pouvoir simuler des scénarios d'utilisation, de restauration en concertation avec les populations locales. Et je pense que dans la deuxième série de questions, on reviendra justement à cette interdisciplinarité qui est indispensable. Il ne suffit pas de connaître le fonctionnement de l'écosystème, il faut aussi pouvoir répondre aux attentes de la société. Juste, tu parles de restauration. Est-ce que tu peux donner cette vision de cette restauration? Est-ce qu'elle est englobante justement de tous les compartiments? Est-ce qu'on c'est pour montrer la dimension de ce sujet qui est aussi tout aussi important que de regarder une dynamique particulière et qui est quand même une dynamique sous action de l'homme qui se veut réparatrice. Et du coup, c'est juste pour que tu nous précises ce périmètre. Oui, en région tropicale, on parle beaucoup de déforestation. Vous n'êtes pas sans savoir que les forêts tropicales sont les écosystèmes forestiers qui continuent à disparaître à un rythme assez alarmant, environ 400 millions d'hectares en 30 ans, un taux de déforestation qui est de 13 millions d'hectares par an. Mais à ce phénomène vient aussi se greffer le phénomène de la dégradation forestière qui est, dans certaines régions, tout aussi important que la dégradation. Et donc, il y a aujourd'hui plusieurs initiatives, notamment le Bonn Challenge, et puis il va y avoir la décade des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes, qui incite les acteurs et les gouvernements et les pays et la scène internationale à financer des programmes assez ambitieux de restauration. Et on a souvent tendance à
à penser que restaurer, c'est simplement planter les arbres. Je dis que planter les arbres, c'est la partie sans doute la plus facile. La partie la plus difficile est en amont, c'est de savoir pour qui et pourquoi on plante des arbres, parce que il faut planifier sur le long terme, et on sait que si les populations locales ne prennent pas soin des arbres qu'on a plantés, il y a de fortes chances qu'au bout de 5-6 ans, on ait dépensé beaucoup d'argent pour rien du tout, parce que les arbres vont mourir et ne seront pas traités avec les populations locales. Donc, il y a tout un travail effectivement de restauration. Alors, on distingue deux grands types de restauration. La restauration active, où là, l'homme intervient à travers des plantations, mais il y a aussi la restauration passive dans certaines régions, notamment en Amazonie. Derrière les fronts pionniers de déforestation, il y a des millions d'hectares de terres dégradées qui sont abandonnées et où la forêt repousse. Et on a aujourd'hui plusieurs millions d'hectares de forêts secondaires, et cette régénération naturelle forestière est ce qu'on appelle de la restauration passive, charge pour les populations locales à l'échelle des territoires de les préserver pour que justement ces forêts puissent continuer à pousser et rendre des services environnementaux et écosystémiques. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Pierre Coutron qui pourra aussi compléter, apporter sur cette vision d'attente de questions, de recherche qui sont particulièrement importantes pour là encore des situations de forêt tropicales. Oui, merci pour cette invitation. Donc effectivement, Plinio a fait une excellente introduction, notamment en mettant l'accent sur l'ampleur de ces forêts perturbées, dégradées, transformées, qui sont les forêts tropicales déjà d'aujourd'hui dans leur majorité, et qui seront de plus en plus les forêts tropicales de demain, comme les forêts européennes sont des forêts qui ont une histoire. Alors une histoire sous la double influence de l'homme et du climat, et souvent sur les synergies entre les deux. Donc par exemple, peut-être l'apport de l'écologie des forêts tropicales dans la dimension en temps ancien, comme le projet Deep Time en Guyane ou d'autres projets avant Co4Change en Afrique centrale, a montré, notamment en Afrique centrale, cette synergie, c'est-à-dire que non seulement les populations humaines ont transformé la forêt, mais elles ont profité des fluctuations climatiques, notamment les périodes plus sèches, qui correspondent à nos périodes européennes plus froides, plus sèches sous les tropiques. Elles ont profité de ces périodes plus sèches pour revenir en forêt, pour la défricher, pour l'incendier, pour recréer un paysage soit de savane, soit de mélange forêt-savane. Et d'autres évolutions climatiques probablement les ont forcés à transformer leur vie avec la forêt et à revenir à un mode de vie en forêt. Donc ça me semble important sur la perspective qu'on a pu avoir en Amazonie et encore peut-être plus en Afrique centrale, sur ces synergies entre, en gros, pulsations de la démographie et des besoins humains et variations climatiques. Alors là, on est rentré dans un mode assez différent, où on a le changement global, c'est-à-dire on a à la fois une très forte hausse démographique et une très forte hausse des besoins des sociétés humaines tropicales, aussi par rapport à la demande en matières premières et commodités des pays développés ou des grands pays émergents. Et en même temps, on a le changement climatique tel qu'on le connaît, avec son accélération, du réchauffement, qui est quelque chose d'assez bien prévu dans les scénarios, des variations de précipitations qui sont prévues, mais avec souvent plus d'incertitudes, quand on se focalise, qu'on fait du downscaling, sur des territoires tropicaux, où, pour prendre conscience de la difficulté, par exemple, l'essentiel du réseau d'observation pluviométrique s'est énormément dégradé au cours des 20-30 dernières années. C'est ça le paradoxe. Alors il y a une prise de conscience qu'on voit apparaître,
dans les forats internationaux, etc. C'est pas forcément le cas il y a 10-15 ans. Ce problème, bon, c'est vrai qu'il y a l'observation satellite des précipitations. C'est vrai qu'il y a des choses très innovantes, passionnantes avec les problèmes de téléphonie, pardon, les ondées, etc. Mais il y a quand même une base d'arrimage sur des stations de terrain et des suivis climatologiques de terrain qui, sur des grands territoires, est insuffisante et manque, au dire des meilleurs climatologues actuels. Et donc ça rembraye sur le fait que l'observation écologique, le suivi des forêts, doit pouvoir s'arrimer au terrain pour faire toute la démarche de généralisation, d'upscaling, pour mener au travers de l'observation aéroportée, de l'observation satellitale, y compris celle à forte répétitivité et forte accessibilité de la donnée. Donc, on est quand même dans un contexte très contraint par rapport au contexte tempéré, en tout cas européen ou nord-américain, où on a, malgré des moyens, malgré des programmes, quoi, ça fait plaisir de voir que dans les 2 jours très riches de ces échanges, il y a eu des projets tropicaux, il y a eu des projets qui étaient à la fois tempérés et tropicaux, etc. Mais le besoin de moyens par rapport à l'ampleur des territoires, leur faible accessibilité, les faibles moyens, souvent financiers et matériels des partenaires sur place, font que y a des approches, des philosophies d'approche et une vision des verrous et des fronts de recherche qui n'est pas radicalement différente, mais qui toujours doit être contextualisée dans les différentes parties du monde tropical. Et donc, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou si j'ai été trop long. C'est la dernière phrase, je pense. Allez, la dernière phrase, c'est que voilà, face à la grande diversité en espèces, etc., il faut savoir aussi raisonner par groupe fonctionnel d'espèces, par guildes, par grands ensembles. Alors, on a vu des choses encore plus audacieuses, hein, par unité opérationnelle taxonomique, etc. Et ça marque un peu une des spécificités tropicales, même si c'est pas une exclusivité. Donc, j'en conclus la nécessité d'aller vers des recherches qui continuent à caractériser le fonctionnement et ses propriétés fonctionnelles des espèces. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Andreas, qui va nous permettre de faire le passage de la vision des besoins de recherche en passant de la forêt vers les produits de la forêt et les usages du bois. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et je ne veux pas répéter, je suis 100% en face. Et un grand merci à Myriam, mais aussi les deux autres intervenants déjà avec votre intervention. Pour moi, c'est plus juste pour, je ne veux pas répéter, mais juste pour ajouter ou préciser un peu, nous parlons toujours de changement climatique sans précision, avec les effets que nous constatons aujourd'hui au niveau local, ponctuel. Ça veut dire quoi pour les écosystèmes? Quels sont les impacts négatifs, aussi positifs, qui sont possibles? Il manque pour cette compréhension dans une actualité qui est très, très stressée aujourd'hui. Les dernières 6 ans, nous constatons en Europe une sécheresse, des impacts d'une température ultra négative qui a aussi un impact sur toutes les différentes dimensions des écosystèmes, leurs services, leurs fonctionnalités, mais aussi leur résistance à les impacts négatifs. Climat, météo, plutôt aussi météo. Ça, c'est important de comprendre plutôt aussi quel est le rôle des météo au niveau local. Ça, c'est pas très clair. Si je prends des différentes espèces comme l'épicéa, de l'Europe du Nord dans les zones boréales vers le Sicile, il n'y a pas de... C'est aussi intéressant de voir quelle est la réactivité ou aussi la stratégie de s'adapter, quelle est la résilience naturelle des espèces dans les différents types des écosystèmes.
Ça veut dire aussi, en même temps, il y a des impacts sur la qualité de bois, sur la quantité qui est disponible. Nous constatons une crise sanitaire, pas que la COVID pour nous, les humains, mais aussi les scolites en Europe centrale qui étaient inconnus avec cette dimension. Et dans ce contexte, il manque une compréhension de l'actualité parce que la recherche a prévu, par exemple, que les scolites peuvent arriver dans les pays du nord de l'Europe autour de 2040, mais c'est déjà le cas dans le sud de la Suède. Je veux dire que nous avons une très bonne compréhension, une connaissance sur plusieurs facteurs, interactions, sur la dynamique, mais comment faire de voir une compréhension, connaissance sur l'actualité, comme tout c'est renforcé fortement et inconnu aussi par la recherche. Il y a des événements locaux avec des tempêtes inconnues, avec le feu qui augmente aussi le risque du feu. Ça, c'est des sujets pour renforcer cette connaissance et aussi de travailler, mais ça, c'est un point aussi. Deuxième question sur la interdisciplinarité. Nous avons parlé sur les valeurs écologiques, les valeurs aussi économiques, aussi les valeurs sociétales. Et ça, je pense aussi, c'est une question aussi de voir quelles sont les vraies valeurs. Si je prends écologique, il y a aussi une valeur économique. On n'a jamais discuté ça parce que ça a un impact aussi sur notre économie, pour la société et aussi pour un écosystème qui est très résilient et aussi robuste, basé aussi dans le futur pour une filière forêt-bois qui est très compétitif, mais aussi je veux dire, le moteur vert d'une bioéconomie circulaire, aussi une bioéconomie circulaire des fonctions, des différentes fonctions déjà dans les écosystèmes forestiers, mais aussi, bien sûr, avec ces produits, et aussi de penser déjà aussi la valorisation de la ressource, aussi dans un contexte de circularité, co-conception et coproduction. Bien. Une petite dernière phrase. Oui, c'est ça. Je pense c'est de penser comment faire une analyse des valeurs et pas de lancer une guerre entre l'écologie et l'économie parce que des valeurs écologiques sont aussi des valeurs économiques, certainement, pour renforcer la résilience et d'avoir aussi une ressource dans le futur, aussi de préciser qu'il y a aussi l'aspect de la biodiversité qui peut jouer dans ce contexte. Et ça, je pense, c'est une connaissance qu'on n'a pas touché aujourd'hui dans la recherche fondamentale. Merci. Merci, Andreas. Je vais passer la parole à Marc Hirl. Bonjour, bonjour à tout le monde. Au début, je vous donne mes excuses pour mon accent qui est plus fort que l'accent d'Andreas. Malgré que je suis là depuis 18 ans. Je suis un scientifique du bois, donc je suis plus intéressé sur la transformation des arbres vers les produits. Et malgré, je suis tout à fait d'accord avec Myriam Fournier que les forêts, ils ont les usages ou les rôles multifacettes. Malgré ça, il me semble surtout les forêts doivent être rentables. Parce que sinon, on risque de perdre les forêts dans le long terme. On a déjà plusieurs exemples dans les mondes où les forêts sont remplacées par les autres usages. Et si je focalise sur la France, je constate, c'est pas que moi, c'est les statistiques. En France, on a beaucoup plus de forêts feuillues que les forêts résineuses. Et si on regarde la récolte des feuillus, il est beaucoup plus petite que la production biologique. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut trouver une solution pour ça. Si on peut trouver les usages pour
toute cette quantité de bois qui est produit tous les ans qu'on n'utilise pas, on va augmenter la valeur économique de nos forêts françaises. Et ça va aider la durabilité des forêts en long terme. Mais il y a un vrai challenge. Parce que si on regarde les essences qui sont présentes, forcément, on a les chênes, les hêtres, les châtaigniers, etc., qui est très importante, mais presque 50% du surface de forêt feuillue consiste des autres essences. Il y a 142 essences. C'est une gamme énorme avec caractéristiques mécaniques, physiques, chimiques qui sont différentes. Malgré on connaît on a beaucoup d'informations sur les essences présentes, mais on ne connaît pas tous. Et en particulier, je pense que l'inventaire n'est pas complète. On ne sait pas vraiment la vraie quantité de chaque essence et la qualité de ces essences qui sont présentes. Si on a cette information, on peut imaginer les autres marchés, les autres produits. Mais il faut convaincre le grand public qu'ils ont besoin des produits à base d'érable ou au sol et pas les chênes. Parce que maintenant, c'est que les chênes, je vois dans les magasins en ce moment. Donc, j'ai quelques idées pour les solutions potentielles, mais je laisse ça pour les prochaines questions. Merci, Marc. Toujours pour rester sur cette question du bois, je vais laisser la parole à Bernard Thibault maintenant. Oui, merci Catherine. D'abord, Joseph a dit pas mal de choses sur les recherches de base à faire sur le bois et je vais plutôt rebondir juste sur ce qu'a dit Marc avant. Et je mettrai une seule question comme priorité, c'est la connaissance de la diversité, qu'on appelle quelquefois variabilité chez les bois. Il y a d'abord un lien entre le génotype, le phénotype et la modélisation des propriétés des bois. La diversité des bois provient d'abord de la diversité des espèces, même si à l'intérieur d'une espèce, il y a une diversité. Ensuite, il y a une adaptation aux événements, l'histoire, le climat, l'action du forestier, à chaque étape de croissance du bois qui construit l'arbre. Donc, l'origine de la diversité vient de ça. La diversité spécifique, elle peut être décrite par différentes choses, notamment le séquençage de l'ADN, une signature physique, par exemple l'anatomie et l'architecture, et une signature chimique des bois, les polymères structuraux et le cocktail d'extractibles. Donc tout ça sont des patrons qui vont, pour la croissance du bois, dans chaque espèce, la croissance du bois va respecter ces patrons d'organisation. Ensuite, par rapport à ça, l'adaptation de la croissance, elle se fait dans le cadre de ces patrons, par des variations quantitatives de paramètres qui sont mesurables, comme la densité, le module spécifique, la composition de polymères structuraux, la composition du cocktail extractif, etc., avec des méthodes dont on a parlé un peu dans la première séance. Ce qui fait que le lien entre la diversité et les propriétés des bois peut se faire à travers de modèles qui, à mon avis, doivent dépendre des espèces. Donc, ce sont des modèles espèces qui dépendent de la signature spécifique. Et on va pouvoir les paramétrer par des mesures d'indicateurs physiques assez simples. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on peut aller vers quelque chose comme ça. Et on sait que ça permet à la fois une traçabilité écologique, puisqu'on aura à la fois l'espèce et la provenance, et une traçabilité technique. On aura une fiche de propriété du bois destiné à la conception. Un gros travail de connaissance de base va être nécessaire pour faire ça, parce que il faudra séquencer de l'ADN, il va falloir regrouper des images de structure, faire de la composition chimique du bois sur lequel on n'a pratiquement pas grand-chose qui a été fait, au niveau des extractibles notamment, à la fois sur les espèces des forêts françaises hexagonales, il y en a au moins 120, 140 espèces, mais aussi en Guyane, parce que cette forêt est importante, et là on a plus de 1000 espèces. Et il me semble que ça, c'est un peu un prérequis pour pouvoir travailler. On dit que le bois est très variable, très divers, mais aujourd'hui, sur d'autres matériaux,
on a aussi un hyper choix de matériaux et finalement, il y a eu mise au point d'outils qui permettent de travailler sur cet hyper choix. C'est vrai que souvent, le bois n'est pas dans tous ces outils. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une croisée des chemins. D'une part, la diversité, on ne va pas continuer à la réduire, on la réduit pas mal, mais on ne va pas continuer à la réduire. Tout le monde dit qu'il faut plus garder la diversité, donc il va falloir mieux valoriser cette diversité. On a des outils pour utiliser beaucoup plus massivement la diversité, et donc il y a un travail de fond. Alors ça paraît peut-être bas de gamme, mais en tout cas c'est de la connaissance de base, comme le disait Marc, sur la description, la connaissance et la mise au point de modèles qui permettront de dire une pièce de bois, quand on l'a, voilà quelles sont ses propriétés, voilà ce qu'on peut en faire. Voilà, c'est la question que je voulais essentiellement poser à ce stade-là. Merci beaucoup, Bernard. Je vais passer la parole maintenant à Mathieu Pétrician. Merci Catherine et bonjour à toutes et à tous. Donc je suis chercheur, comme vous l'aurez compris, aussi dans le bois, comme mes prédécesseurs qui ont parlé juste avant moi. Alors j'abonde sur toutes les remarques qui ont été faites sur la forêt, sur le bois, sur la recherche. Alors être chercheur sur le bois aujourd'hui n'est pas vraiment une grande facilité parce qu'on est pris un peu entre le marteau et l'enclume. Alors, je m'explique. Durant ce colloque, on a beaucoup entendu parler de la pression sociétale sur la forêt, sans la comprendre en fonction des différents usages qui vont pas toujours dans le même sens. Et on parlait de transdisciplinarité pour avoir une gestion intégrée de la forêt et puis pouvoir délivrer des services écosystémiques à la population, à la société. Et du côté du bois, on a par contre une très très grande appétence de la société pour le matériau qui sort au bord de route, transformé et qui s'appelle le bois, qui est issu de la forêt. Donc d'un côté, on a une tension qui se crée, qui se fait jour sur la forêt. Et je rajoute aussi les crises sanitaires dues probablement au changement climatique. Et de l'autre côté, on a une appétence très très forte des Français ou au niveau européen ou mondial de l'utilisation du matériau bois. Je rappellerai aussi un autre tabou chez nous qui est la filière énergie bois. Hein. La première source d'énergie renouvelable au monde est bien le bois ou la biomasse. Donc ça c'est peut-être pas agréable à entendre, mais c'est une réalité. Et sur certains territoires, le bois bûche, la cheminée est fortement intégrée à la gestion de la forêt. Hein. Et il faut qu'on fasse avec. Et peut-être que notre filière de transformation du bois est une filière, je veux pas dire datée, mais qui vit sur des schémas assez anciens de transformation, première, deuxième, troisième transformation. Et lorsque l'on transforme le bois, on a fait de très très gros efforts sur les transformations vertes, hein, produire avec un impact environnemental le plus faible possible. Et il faut qu'on continue là sur cet item de transformation à avoir une approche encore plus intégrée environnementale avec la production de biomolécules, la déconstruction des biopolymères, comprendre pourquoi les biopolymères, quand ils sont imbriqués, se comportent pas de la même façon lorsque on les sépare. Et on a aussi sur la construction bois ou sur l'ameublement un rêve de construction avec du bois qui serait pas adjuvanté, qui serait pas traité chimiquement, ou alors traité chimiquement par du biosourcé. Et une fois qu'on a ces matériaux, ces planches, ces matériaux composites, ces molécules biosourcées, ou ces habitats, constructions, ameublements fabriqués, on a aussi une grande question qui se pose, qui est la fin de vie. Voilà. On fait quoi en fin de vie de ce cycle-là ? Il y a un cycle en forêt et on peut imaginer qu'il puisse y avoir un cycle entre la forêt et puis le bois. Et en fin de vie de ces matériaux, on en fait quoi ? Alors, il peut y avoir la possibilité de reproduire de la biomasse en bord de route, de chanter l'export de bois de la forêt et de réutiliser à nouveau ce matériau bois ou biomasse dans un usage en société. On peut aussi imaginer vraiment en fin de vie, lorsqu'on a poussé au maximum la séquestration carbone végétale dans le matériau, d'aller vers la production d'énergie.
Et là se pose encore une question, une forme de verrou. Les coproduits de ces transformations successives, y compris de celles de la production d'énergie, peuvent-elles retourner en forêt? Alors aujourd'hui, au niveau législatif, c'est complètement interdit, mais on ne s'interdit pas cette réflexion d'avoir un cycle complètement intégré entre la forêt, l'export de bois, la transformation de bois, la fin de vie, le recyclage et le retour vers ce qui peut rester des coproduits au sein de la forêt. Voilà, donc tout ça, bien sûr, nous, on le travaille avec une très forte composante sciences humaines et sociales, hein, sur le cycle. Enfin, ça fait partie de nos objectifs. Et tout ça est travaillé aussi avec la forêt elle-même, les cycles forestiers. Et je pense que l'avenir, les challenges de recherche doivent nous tendre vers un cycle complet entre la gestion forestière, la forêt, mais aussi les exports, la production de matériaux pour la société en ce qui me concerne, mais ça peut être aussi la production d'eau, hein, d'eau potable. Et ensuite, le retour, imaginer un retour vers la forêt de ce que l'on pourrait avoir comme matériaux qui nous restent, produits qui nous restent. Voilà, donc tout ça pour limiter l'impact environnemental, maximiser la séquestration carbone le plus longtemps possible, et tout ça dans des conditions d'attente de la société différentes entre la forêt et le matériau bois, et avec une filière forêt-bois qui a du mal à développer son innovation ou sa recherche par ses propres moyens, puisqu'on est sur beaucoup de TPE, PME. Même les grands groupes ont aussi du mal à développer une activité de recherche. Donc on porte tout ça avec nos petits bras, et c'est pas toujours simple, mais c'est d'un enjeu majeur, primordial, puisque le bois est un matériau de séquestration de carbone végétal primordial, même de production d'énergie à partir de fossiles, de ressources de carbone non fossiles, pardon. Voilà ce que je voulais dire. Merci Mathieu. Avant de laisser la parole conclusive sur cette première série de questions à François Houillet, je voulais juste peut-être me permettre de balayer un certain nombre de petits points d'intérêt de recherche que j'ai pu... je pense qu'il y en a beaucoup qui font écho à des points glanés pendant ces 2 jours et que j'ai cherché à rassembler et qui font l'objet aussi d'intérêt à INRAE. Moi, je voulais redire le besoin qu'on a de continuer à progresser dans l'intégration de connaissances acquises, aussi bien au niveau phénotypique que par toutes les méthodes omiques. Hein. On a bien vu que ce dialogue génome-environnement qui se crée, qui traduit le phénotype, c'est important, et que cette intégration, elle vise à comprendre l'ensemble des mécanismes qui sont sous-jacents. On a vu que dès qu'on avançait sur une vision mécanistique, ça ouvrait des possibilités de se projeter, de faire des scénarios, des modélisations, et qu'il faut encore continuer à travailler sur ces mécanismes sous-jacents aux fonctions essentielles, et en particulier de mieux comprendre peut-être les compromis entre fonctions, sachant que ces compromis entre fonctions, on sent bien qu'ils vont varier suivant les contextes environnementaux dans lesquels vont se trouver les plantes. Donc, travailler sur des compromis de fonctions et non pas des fonctions indépendantes en tenant compte de ce changement, c'est important. Le deuxième point, c'est de se dire, et ça je l'ai réentendu par ce qu'a dit aussi Bernard, c'est continuer à caractériser l'organisation et la dynamique de la biodiversité dans toutes ses dimensions. On n'a pas fini, c'est un travail énorme parce que cette biodiversité, elle est complexe, elle est à tous les niveaux. Donc ça, il y a encore beaucoup d'efforts, il y a des outils nouveaux, il faut les développer, il ne faut pas que développer l'outil, il faut lui donner du sens. Et ça, c'est important. Et puis, au-delà de la caractérisation, une fois qu'elle sera bien caractérisée, cette biodiversité, repréciser les termes et les conditions de ces relations positives biodiversité-fonctionnement. On l'a bien entendu, ce n'est pas toujours positif. On a besoin de le préciser pour être en meilleure capacité de mobilisation. On a parlé beaucoup de menaces, de réponses, de résilience, de résistance, et donc travailler sur une approche unifiée des risques. Et quand je dis approche unifiée des risques, c'est tous les risques qui soient biophysiques, mais qui soient également de l'usage des terres et économiques. On a besoin d'avoir un même
je dirais, logiciel, une même façon de parler pour pouvoir réfléchir en multirisque. Et donc, on a besoin vraiment de cette approche unifiée. Et puis, bien sûr, caractériser continuer la caractérisation de la vulnérabilité des espèces ou des peuplements complexes. Et puis, on n'a pas parlé beaucoup, mais là, je pense que c'est important. On a des systèmes dégradés, on a des systèmes qui peinent. Travailler sur les stratégies de récupération. Voilà. La récupération, c'est quelque chose auquel on doit véritablement, c'est une composante de la résilience auquel il faut s'attacher davantage parce qu'il peut là aussi y avoir une diversité de stratégies. Enfin, on l'a bien vu aussi, la capacité évolutive des espèces et des systèmes. Ça, c'est des temps longs, c'est des temps du vivant qui sont importants, qu'on connaît, mais qui sont, on l'a vu, qui pouvaient être mobilisables. Et je voulais conclure avec, je pense, le point peut-être majeur qui a été redit dans beaucoup d'exposés, la nécessité de co-conception, d'expérimentation véritablement riche en compétences, riche en vie, et afin d'arriver à des comparaisons de stratégies de gestion en contexte incertain. Voilà, mais maintenant je laisse la parole à François Houillet pour sa vision également de peut-être de priorité de recherche. Merci Catherine. Alors moi, je n'ai pas participé ni assisté aux exposés de ces 2 jours. J'ai juste eu le plaisir à un moment d'écouter Mélanie Roy brièvement avant de rejoindre une salle d'attente. Donc, je vais pas revenir sur ce qui s'est dit. On m'a demandé d'intervenir au titre de l'Alliance à l'envie. Alors, il n'y a pas de groupe thématique dans l'envie qui soit dédié à la forêt, donc elle est répartie dans différents sujets, comme il n'y a d'ailleurs pas d'axe dédié à la forêt dans les appels de l'ANR. Et donc, pour intervenir, je suis reparti finalement d'une vision datée, qui est la dernière que j'ai eue pratiquement sur la forêt, qui est le rapport qu'on avait fait en 2016 sur forêt-bois, recherche, innovation. Et puis je me suis dit, finalement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en regardant juste le programme de ce qui était annoncé là dans les projets ANR. Alors moi, j'ai pas le sentiment que le document de 2016 soit complètement dépassé, mais en le relisant, je me suis dit finalement, il y avait deux séries de remarques. La première, c'était des remarques disciplinaires d'une certaine manière sur les priorités de recherche, on a des choses plus segmentées. Quand on relit ce document-là, il y a pratiquement rien sur l'ADN environnemental et rien sur la génomique des objets qui viennent d'être évoqués et qui ont été traités pendant le colloque. Et on voit bien qu'il y a quand même des développements méthodologiques, des développements d'outils, de concepts importants qui ont eu lieu dans ces 5-6 dernières années, qui étaient déjà en fait présents et en germe antérieurement, et qui, c'était peut-être pas l'objet de ce rapport-là, mais voilà, je suis convaincu qu'il y a quand même là un ressort pour des évolutions scientifiques et pour comprendre, je vais pas redire ce que vient de dire Catherine ou ce qu'a évoqué Bernard il y a un instant. L'autre remarque un peu dans le domaine disciplinaire, c'était tout ce qui est caractérisation de la diversité. Ça devait être évoqué, la biodiversité, dans ce rapport, mais finalement, je pense que moi, je souscris assez volontiers à ce qu'a dit tout à l'heure Bernard Thibault. Alors, il y avait quelque chose qui était par contre très présent et qui était dans l'air du temps, mais qui était présent sous un angle très ancillaire, très filière, c'était le numérique. C'est-à-dire qu'en relisant, j'ai vu énormément de numérique, mais finalement, moi je travaille aujourd'hui sur l'océan. Une des grandes questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va faire un jumeau numérique de l'océan? Alors c'est un contexte effectivement différent parce que c'est un milieu auquel on a de la peine à accéder, c'est un milieu sur lequel on a peu d'action, comme ça a été dit tout à l'heure par Catherine en introduction. Mais finalement, je me dis, est-ce qu'il n'y a quand même pas et je crois que Pierre l'a dit tout à l'heure à propos des forêts tropicales, la question de l'observation massive, de la modélisation massive, du suivi massif, est-ce que c'est une question qui se pose ou pas? Alors peut-être pas à l'échelle du territoire national, mais voilà. Donc ça, c'était plutôt des remarques que j'allais qualifier de disciplinaires pour dire oui, quand je relis les titres de chapitres de ce rapport, j'ai l'impression qu'il n'est pas daté. Après, quand je regarde dans le détail, je vois qu'il y a quand même des choses qui bougent et puis qui auraient mérité peut-être d'être à l'intérieur ou qui mériteraient d'être dans une des versions en regardant à l'horizon 2030. Après, la deuxième remarque que j'avais sur ce rapport, et
qui m'était venue, et de ce point de vue-là, c'était bien d'avoir le panel tel qu'il est là, c'est que c'était une vision qui était très nationale et centrée filière et territoire forestier sensu stricto. Et ça m'amène quand même à une remarque qui est, et je ne l'ai pas complètement vu non plus dans le programme tel qu'il était là. Alors, évidemment, je suis maintenant déformé par le biais océanique, mais l'océan, on le présente comme un bien commun. Est-ce que la forêt est un bien commun ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Si elle l'est, je ne suis pas complètement certain que ça apparaisse complètement dans le rapport qu'on avait fait en 2016. Et donc, c'est une forme d'autocritique. Je ne suis pas complètement non plus certain que ça apparaisse dans la manière dont les choses sont programmées. Évidemment, je vois bien qu'il y a une tension entre la préservation, le bien commun et ses usages, et le bois, mais là, je me dis, là, il y a quand même quelque chose d'important. Et alors, l'autre chose qui est frappante, c'est je ne vois rien. Alors, 2016, c'est assez daté, hein, il n'y a jamais il y a qu'à 5 ans, mais il n'y a rien qui fasse référence aux objectifs du développement durable. Or quand même, aujourd'hui, dans le rapport de 2016, hein, après, je ne dis pas dans les exposés qu'il y a eu pendant 2 jours, j'y étais pas. Mais je vois bien que du côté, par exemple, de l'Agence nationale de recherche, je vois aussi que du côté des agences européennes, ces enjeux-là émergent de plus en plus. Voilà. Donc, c'est une forme de relecture. Je me dis, bon, s'il y a des questions prioritaires, elles doivent pouvoir se traiter comme ça. Et puis le dernier regard que j'avais eu sur cette partie plus disciplinaire, le seul moment où on parle finalement de la forêt en tant que telle dans le cadre de l'Alliance à l'envie, c'est quand on parle des infrastructures de recherche. Et d'une certaine manière, alors c'est pas forcément une question prioritaire, mais c'est quand même un outil essentiel. Et là, je me dis qu'il y a, il y en a une qui existe, hein, qui s'appelle INSILVA. Il y a des réseaux. Je pense que ces éléments-là, alors sur le territoire national, ou ces éléments-là à l'échelle plus globale, me paraissent être essentiels. Et puis, je me dis aussi, et ça fait écho au numérique, que tout ce qui est gestion de très grands ensembles de données pour arriver, alors notamment si on parle de biens communs où on a besoin de caractériser en masse, voilà, ce sont des domaines dans lesquels je m'attendrais à ce qu'il y ait des projets, et des actions et des activités. Merci beaucoup François. Je vois qu'on a consommé beaucoup de temps sur cette première partie, mais c'est pas grave. Hein. Je pense que c'était important de faire ce tour-là. La deuxième partie de la question, je pense que les uns ou les autres, vous l'avez déjà peut-être un petit peu aussi évoqué au cours de votre intervention. C'est parce qu'on a évoqué ce besoin, et vous êtes tous revenus dessus, qu'il y avait besoin plus de transdisciplinaire. Hein. Et du coup, peut-être que je vais vous laisser une phrase chacun pour pouvoir occuper le temps qui reste, mais c'est, je dirais, s'il y avait des priorités sur des sujets véritablement où il y a une plus-value extrêmement forte à cette pluritransdisciplinarité, est-ce que vous pouvez en parler d'une ou deux? Mais c'est voilà, une phrase avec une ou deux idées par personne. Qui commence? Bernard. Oui, je rebondis un peu sur ce qu'a dit François. Moi, je pense que l'expérience que j'ai, c'est que la meilleure façon de faire de l'interdisciplinarité, c'est de la faire ensemble sur un objet commun et une infrastructure, une forêt, un massif, quelque chose, c'est un lieu extraordinaire pour ça. Et donc, si je reviens à ma question de la valorisation de la biodiversité, il faudrait prendre une forêt, un groupe de forêts, peu importe, quelque chose, une forêt hexagonale, une forêt tropicale, une forêt guyanaise, et se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a naturellement, qu'est-ce que je connais de ça par l'approche scientifique, qu'est-ce que je connais de ça par l'approche historique et anthropologique, parce que toutes ces forêts-là, toutes ces forêts en général ont été utilisées massivement par l'humanité pendant à peu près 10 000 ans, quoi, en gros. Donc, il y a des savoirs, il y a du patrimoine, il y a toute une série de choses qui existent. Et je me pose la question, est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer là produire des objets à partir de l'ensemble de ces ressources? On peut aller jusque, je regardais la fameuse flore de Mathieu de la fin du 19e siècle, pratiquement il a plus de 120 bois pour lesquels il décrit et dont il donne des usages. Les gens n'y pensent pas forcément, personne ne pense à la Bourdaine, au Cornouiller ou des choses comme ça. Pourtant, ils avaient des usages et ces usages pourraient encore exister aujourd'hui parce qu'on les a remplacés en général par du métal ou du plastique. Donc, pour avoir une réflexion complètement ouverte en se disant, il y a ça, on peut en profiter. Est-ce qu'on les connaît, oui ou non?
quels ont été les usages anciens. Et donc, on va remonter là. On a vraiment besoin de travailler avec les gens de l'histoire, de l'archéologie, du patrimoine, parce qu'il y a à la fois, de la bioinspiration, parce que dès qu'on utilise du bois, on fait de la bioinspiration à partir des arbres, mais aussi de l'ethno-inspiration. C'est-à-dire que partout où il y a eu une forêt, il y a eu des usages humains importants. Et il y a des traces de patrimoine. Donc ça, je pense, ce serait des bonnes façons d'amener l'interdisciplinarité. On pourrait même aborder des questions un peu difficiles comme la récolte. Comment on récolte? Est-ce qu'on fait de la coupe rase, de la grande coupe rase, de la petite coupe rase? Est-ce qu'on utilise des grosses machines ou des chevaux ou des bœufs? Est-ce qu'on prend des ballons? Qu'est-ce qui marche, qui pourrait marcher et serait accepté? Donc là aussi, on a tout ce problème d'acceptation sociale. Moi, je pense qu'on pourrait regrouper les gens sur des problèmes comme ça. Merci Bernard. Je vais passer la parole à Myriam. Si tu avais deux choses à dire, puisque tu as insisté, je pense aussi, Micro, tout à l'heure, sur cette Myriam. vision englobante. Oui. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'en ai pris beaucoup dans ma première réponse, mais je veux dire simplement que pour moi, les meilleures questions interdisciplinaires, c'est celles que pose l'action. Et donc là, je rejoins la proposition de Bernard, par exemple, sur comment on récolte, comment on gère une forêt, comment on l'adapte. Beaucoup de questions posées toutes les questions posées par l'action sont pluridisciplinaires par essence. Merci. Je ne sais pas, Andreas. Oui, merci. Juste pour aussi évoquer, il y a des développements, c'est des choses qui sont énormément révolutionnaires dans tout ce qui concerne le numérique. Je pense que c'est important pour nous aussi de faire partie de ce développement, pas juste de penser d'appliquer, mais franchement d'être dans le cœur aussi de développement d'intelligence artificielle, blockchain, la programmation de cloud, parce qu'à ce moment, il y a des grands investissements par des entreprises comme Google, d'autres, je parle de 20 millions d'euros plus dans quelques projets pour utiliser les capteurs, aussi de comprendre, aussi d'avoir l'information sur les écosystèmes. Je pense que tout ce qui était évoqué par Bernard, aussi Myriam, c'est pour nous, c'est inévitable de toujours de rester en parenthèse forestier dans la forêt, comme nous l'avons fait dans le passé. C'est important de coopérer, même sujet sur le SHS, de dire que aussi l'économie, c'est important franchement d'intégrer et aussi de comprendre, de profiter d'un développement ensemble, pas juste d'appliquer une application, mais franchement développer ensemble aussi de nouveaux concepts économiques, business, mais aussi pour la gestion de la forêt, concernant les différentes valeurs que j'ai évoquées dans la première intervention. Merci. Merci. Plinio? En ce qui concerne le milieu tropical, je pense qu'il faut rappeler quand même le contexte de développement. La forêt tropicale est quand même considérée encore comme un obstacle au développement économique. Et c'est cette perception qu'il faut absolument changer. Et je pense que l'opportunité de ces initiatives de restauration et de gestion durable doivent être déclinées sans doute à l'échelle des territoires, de façon à ce qu'on ait une vision intégrée des différentes utilisations des terres au sein d'un territoire en concertation avec les différents acteurs qui ont des objectifs, des enjeux et des visions différentes. Mais je pense que c'est un véritable enjeu interdisciplinaire. Les biologistes, enfin les forestiers doivent proposer des modèles de simulation qui seraient une base de discussion pour élaborer de façon participative et concertée des programmes de restauration et de gestion durable des forêts. Plus de la moitié des forêts tropicales au monde sont exploitées de façon complètement illégale. Donc, il y a là encore beaucoup de travail à faire et de changer la perception des populations et des décideurs aussi du rôle des forêts tropicales. Mais il faut sortir du bois et affronter les autres utilisations des terres et voilà. Merci. Pierre, si tu veux compléter. Micro, Pierre. Micro, pardon. Ah oui. Voilà, Plinio a bien mis l'accent sur la nécessité d'une approche très intégrative et très interdisciplinaire pour la gestion. Je vais peut-être aller sur autre chose, un peu plus dans le lien avec les sciences du numérique. On voit que les données deviennent massives,
même pour les écosystèmes forestiers tropicaux. C'est vrai à l'échelle des grands territoires avec la télédétection, c'est vrai avec les omics, l'ADN environnemental, etc. C'est vrai aussi, même si en tropical c'est encore un peu limité, avec la science citoyenne, les observations, etc. dans des choses comme PlanteNet. Et à mon avis, la méthodologie intelligence artificielle pour les données massives, elle se développe aussi massivement, si on fait des jeux de mots. Mais ce que le contexte tropical et le contexte notamment forestier tropical va poser, c'est l'enjeu de l'adapter, d'adapter des données qui sont des proxys massives à des données directes, terrain ou autres, qui elles restent rares, de grande valeur et très mal réparties. Donc l'enjeu, c'est pas de copier des méthodes qui ont plein de jeux de calibration et de validation, c'est d'ajuster et d'adapter des méthodes qui peuvent se satisfaire de jeux de calibration et de validation extrêmement contraignants, qui restent des ressources rares, très chères à acquérir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pierre. Marc, est-ce que tu veux intervenir? Oui, très rapidement. Dans la filière bois, il y a une tendance à utiliser les monoessences dans les produits. C'est pas seulement pour les raisons légales, pas seulement pour les raisons économiques. Pour trouver les moyens d'augmenter la rentabilité des forêts feuillues en France, il faut trouver les solutions qui nous permettent de combiner plusieurs essences dans le même produit pour augmenter le volume commercial qui est disponible dans chaque forêt. Donc ça m'indique qu'on parle plutôt du collage. Et aujourd'hui, il y a un grand focus sur le recyclage à la fin de vie. Donc, ce n'est pas juste le collage, mais il faut développer les colles qui sont vraiment réversibles, qui nous permettent de montrer le produit à la fin de vie et séparer les essences si nécessaire. On ne sait pas en ce moment si c'est nécessaire, mais donc c'est plutôt trouver les méthodes pour combiner plusieurs essences qu'on trouve dans les forêts dans le même produit. Okay. Voilà. Donc c'est assez spécifique. Merci. Merci beaucoup. Mathieu, est-ce que tu veux compléter, s'il te plaît? Comme ce que vient de dire Marc, il y a la construction et la déconstruction qu'il faut intégrer dans le cycle, c'est très important, mais aussi une notion peut-être qu'on n'a pas abordée, c'est la notion de cycle court. Mais c'est aussi Marc qui en parlait, on a des résineux, on a des feuillus qu'on n'exploite pas, à proximité des massifs. Et donc, avec nos collègues d'éco-gestion, mais aussi des historiens, des géographes, arriver à comprendre un petit peu pourquoi ces usages ont disparu, pousser vers un cycle court. Et ce que j'entends par cycle court, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, dans les Vosges, par exemple, on a de l'aïus qui vient d'Afrique pour être transformé ou du tulipier qui vient des États-Unis pour être transformé par le port d'Hanovre. Donc, c'est la réalité économique du terrain d'aujourd'hui. Hein, voilà. On n'est pas dans les laboratoires. Je n'ai pas dit que je prônais ce schéma-là, mais on a des massifs de proximité. Il faut arriver à les transformer intelligemment, bien gérer le massif et le transformer intelligemment sous forme de cycle court. Très bien. Merci. François, si tu voulais intervenir. Oui. Non, c'était juste ta vision de l'interdisciplinaire. Si je devais dire en une phrase, en fait, il y a une réflexion qu'on a souhaité porter là, dans le cadre de l'Alliance Talent Vie sur les sciences de la durabilité. Bon, c'est quelque chose qui est cher à la présidente de l'IRD actuelle, Valérie Verdier. Mais je trouve que ce serait bien qu'effectivement, et par essence, ça met en jeu des éléments la complexité, l'interdisciplinarité, la dimension systémique des choses, qu'on regarde ça horizontalement dans les territoires ou temporellement
au sens des cycles plus ou moins longs, qu'on regarde ça verticalement le long d'une filière. Enfin, mais je trouve que, voilà, je pense que dans le groupe qui a réfléchi sur ces sujets-là, alors je ne sais plus s'il y avait des gens qui s'intéressaient aux forêts, en tout cas, ça serait intéressant de le faire, mais donc en revisitant largement quand même le concept de durabilité au sens un peu du rendement soutenable du XIVe siècle ou du XVe, je ne sais plus très bien. Là. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça qui est en jeu là. Voilà, je trouve que ce serait intéressant, sachant que c'est un sujet qui intéresse l'ANR, puisqu'en tout cas, ils nous ont demandé d'interagir avec eux sur cette question, et qu'on a de la peine à traduire cela. Et si on n'arrive pas à le traduire, ce sera quand même, in fine, un peu embêtant, parce qu'on va tous avoir comme slogan des objectifs de développement durable comme finalité et des sciences qui seront parcellisées comme réalité de nos pratiques. Voilà. Merci. Moi, je fais juste un petit commentaire sur cette interdisciplinarité, que je voulais vraiment aller aussi vers cette notion de transdisciplinarité, parce que peut-être que des fois dans la recherche, on n'a pas aussi une vision agile de la dynamique qui peut se passer dans certains secteurs professionnels. On peut dire qu'à l'heure actuelle, en plus, les secteurs professionnels, plus que jamais, je pense, sont dans l'expérimentation eux-mêmes. Voilà, tout le monde s'est rendu acteur et se rend actif dans les transitions et les accompagne. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie de communiquer, voilà, de dialoguer. Je dirais, on a à apprendre beaucoup mutuellement. Donc, de travailler ensemble, c'est important. Et la deuxième remarque que je voulais faire sur cette vision plutôt élargie, d'éclairage élargi sur peut-être certains sujets disciplinaires, c'est de ne pas oublier que ce qu'on a entendu aujourd'hui dans le colloque, on est passé de l'arbre plusieurs fois à la vision de la forêt et des peuplements, et que là on a des beaux sujets, de passer de cette notion individuelle, de comportement individuel à la notion large, parce que ça nous permet aussi de traverser des espaces très variables, on l'a dit, on a parlé d'agroforesterie, on peut parler maintenant de ces visions d'arbres dans les haies, on parle du périurbain, on parle aussi de l'urbain, et de penser que finalement, on va aussi apprendre à travailler sur des recherches qui traversent ces espaces, parce qu'on va rencontrer des gens différents et qui vont combiner les disciplines différemment. Voilà, il est 16h58 à ma montre. Je ne sais plus s'il nous reste beaucoup de temps. Je n'ai aucune vision s'il y a une ou 120 questions dans le chat qui nous sont posées. Donc, je viens aux nouvelles pour savoir si nous avons la chance de pouvoir répondre à quelques questions, ou si on va arriver sur le mot de la fin de cette table ronde. Alors, en fait, merci beaucoup, Catherine. On n'a pas tellement de questions. Il y a eu beaucoup d'interactions dans le chat, des gens qui ont beaucoup réagi à vos différentes interventions, mais sans qu'on ait de questions particulières et sans qu'elles soient adressées à l'un d'entre vous en particulier. Donc, je ne sais pas, peut-être tu peux clore cette table ronde et nous donner ta synthèse avant que je reprenne la main pour conclure le colloque. Alors, très honnêtement, faire une synthèse maintenant, ça veut dire être beaucoup de redites par rapport à ce qui a été dit. Moi, je trouve que, voilà, on a parlé de besoins de recherche qui doivent rester dans la dynamique, je dirais, de l'avancée de la recherche vis-à-vis de technologie, et de pas... moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste en recul par rapport à des avancées technologiques qui nous permettent d'avancer sur les connaissances, qui nous permettent d'agréger ces connaissances, qui nous permettent de mieux les partager et de les valoriser avec tout le monde. Donc ça, et ça, on le parle avec le numérique, avec les omics, avec d'autres mesures écophysiologiques. Enfin, il y a plein de nouveautés technologiques, et il faut encore qu'on reste en tant qu'acteurs de recherche à l'écoute de ces innovations qui vont nous permettre de progresser. Ça, c'est un premier élément. Moi, j'ai vraiment entendu que dans beaucoup des questions qui étaient là, il y avait cette notion d'échelle spatio-temporelle qui était des questions fortes et qui se posent à la fois pour identifier quelles étaient les bonnes échelles pour faire les recherches, parce qu'on ne peut pas faire de la bonne recherche à toutes les échelles, et donc de trouver
la bonne échelle pour adresser un certain nombre de questions, sans oublier le besoin possible de changer d'échelle pour faire du comparatif, pour faire de l'intégration, et que du coup, il y avait toute cette démarche qui était importante sur le spatial. J'ai entendu beaucoup de choses sur la vision également temporelle, en disant qu'il fallait continuer à progresser en comprenant l'état actuel ou les états passés, en particulier en combinant les informations, je dirais, sur les enregistrements des observations sur les systèmes, le vivant, le milieu, mais surtout, peut-être, en reprenant aussi une vision de les actions passées de l'homme, leur interprétation, leur analyse, parce que c'est vraiment aussi, on sait que les empreintes, on n'a pas arrêté de dire qu'il y avait des empreintes partout et qu'il est important, peut-être, pour vraiment mieux dessiner l'avenir, peut-être déjà de comprendre ces empreintes, comment elles s'organisent pour pouvoir travailler sur l'avenir. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Et en tout cas, je voulais remercier tous les membres de ce panel et de cette table ronde et surtout remercier tous les orateurs pendant ces 2 jours qui nous ont aussi alimentés dans leurs réflexions et également tous les commentaires qui sont toujours extrêmement précieux dans le chat. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Catherine, pour cette 2e table ronde et son animation, ainsi qu'évidemment à tous les participants. Donc, cette table ronde clôt notre colloque ANR, qui avait donc pour objectif de montrer la diversité des thèmes et des recherches financées par l'ANR sur la forêt et l'ensemble de ses ressources. Comme l'a dit François Houillet, nous n'avons pas de comité dédié à la forêt, mais en revanche, 15 comités dans l'appel à projet générique ont financé des projets sur la forêt et sur ses ressources. Je voudrais dire quand même, pour clore ce colloque, que ce colloque a été organisé en étroite collaboration avec Jean Marguel et Catherine Bastien de l'INRAE, Jean-Luc Perron et Nicolas Picard d'Ecofor, Bernard Mallet du CIRAD et Frédéric Rouget du FCBA, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons personnelles totalement impérieuses. Et vraiment, je le remercie. Du côté de l'ANR, outre Antoine Morisot, qui est sur le plateau avec moi, et moi-même, nous avons eu aussi beaucoup l'aide de Yves Coquet des programmes des investissements d'avenir, qui a participé à son organisation, et nous avons été soutenus par la com de l'ANR. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tenté tous ensemble, dans ce comité d'organisation, de montrer la diversité non seulement des thèmes, mais aussi des outils de financement de l'ANR pour la forêt, que sont notre appel à projet générique, mais aussi les programmes européens. On a eu des programmes de Biodiversa, des programmes de Forest Value ou de Some Forest, et les investissements d'avenir aussi, qui ont beaucoup à investir dans la forêt. Nous avons également fait en sorte de montrer la diversité des acteurs français de la recherche sur le bois qui ont participé à ces projets, et on voit quasiment tous les établissements de recherche ont participé, en tout cas ceux qui sont impliqués sur la forêt. Nous espérons vous avoir permis d'accéder des fois à des projets et des résultats de recherche sur des thèmes qui ne vous sont pas forcément familiers, mais que ça vous aura donné envie d'aller y voir un peu plus loin dans ce qu'on a financé. Merci bien sûr à tous les intervenants d'avoir proposé des interventions qui étaient claires et très didactiques, qui étaient à la fois rigoureuses et également accessibles à un ensemble de public. Merci aussi bien évidemment à tous les panélistes qui ont vraiment fait des interventions claires et qui ont donné vraiment les enjeux vus de leur propre côté. D'un point de vue pratique, vous retrouverez l'ensemble de ces interventions et l'ensemble du colloque sur le live stream dont vous avez l'adresse aujourd'hui à partir de lundi. Ce sera sur ce live stream pour environ 1 semaine à 10 jours. Et ensuite, toutes ces interventions seront disponibles sans restriction de date sur la chaîne YouTube de l'ANR. Pour tous les intervenants, vous pouvez récupérer évidemment ces interventions et les mettre sur les sites de vos projets. C'est avec plaisir. Et puis, pour compléter, nous, ce que l'on va faire, comme je l'ai dit en début de colloque, nous allons, avec le comité d'organisation, faire une synthèse de tout ce qui a été discuté dans les tables rondes
pour en faire quelque chose d'écrit sur le site de l'ANR en regard du cahier ANR qui est déjà disponible. Nous ne nous interdirons pas non plus de prendre des choses qui ont été évoquées pendant les séances de questions-réponses et qui peuvent être intéressantes pour enrichir cette proposition des projets de recherche à l'ANR. Et puis, voilà, tout ça sera sur le site de l'ANR. Évidemment, dès que ce sera disponible, nous avertirons tous les gens qui étaient inscrits au colloque de cette disponibilité. Pour la suite et au-delà de ce colloque, comme vous le savez, le budget de l'ANR est en augmentation et il sera en augmentation jusqu'en 2030, jusqu'à atteindre quasiment 1 milliard en 2030. Donc les taux de sélection vont augmenter. Donc n'hésitez pas à consulter le site et à répondre à nos appels à projets. Pour la programmation, François Houillet en a parlé. Il n'y a pas de groupe dédié, mais vous pouvez faire remonter toutes vos propositions via vos organismes ou vers tout autre système qui vous semble adéquat. Voilà, merci encore pour avoir participé activement, soit via le chat, soit en tant qu'intervenant. Et on espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à tous et merci Synapse pour l'organisation technique de ce colloque. Merci.